Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Donc on est ensemble, merci à tous d'être ici. Donc on est ensemble sur le sujet adapter l'entreprise aux limites planétaires et aux enjeux sociétaux. La question auxquelles nos quatre charmants jeunes hommes ici vont nous répondre: les directions financières, architectes d'un nouveau cadre de création de la valeur. Alors juste pour vous dire quand même qui je suis, Amélie Ruelland, donc j'ai été consultante et expert comptable pendant 18 ans. Et puis, crise de la quarantaine, je me suis dit faire le plus beau métier du monde, enseigner et former. Donc j'enseigne la comptabilité financière, mais également en fait j'ai voulu tous les thèmes qui tournent et font le lien entre la finance d'entreprise et la RSE, donc notamment la comptabilité carbone, la performance extra-financière et aujourd'hui le reporting extra-financier. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis responsable d'un programme, je suis responsable pédagogique d'un programme pour Audencia qui s'appelle l'Executive Master Chief Value Officer. Donc vous voyez que c'est un programme de formation continue, vu l'âge de nos participants. Un programme sur 50 jours pour aider les professionnels du chiffre à être de véritables acteurs de la transition, centrés sur la création de valeur, sa mesure, et enfin, comment on le reporte. J'ai le plaisir aujourd'hui donc de recevoir 4 alumni de notre dernière promo qui ont créé récemment en fait une activité commune, Sustainable One, et qui sont mieux à même que moi aujourd'hui, les élèves ont dépassé le maître, de vous parler de l'évolution du rôle des directions financières pour accompagner la transition des modèles d'affaires afin que l'économie soit dans le cercle vert. Alors je pense que vous connaissez tous ce schéma, mais l'idée c'est d'être dans le cercle vert du donut défini par Kate Raworth, c'est-à-dire de ne pas dépasser les limites planétaires, mais également, important aussi, respecter les éléments du plancher social. Donc merci à Daniel, Mathieu, Thomas et Frédéric d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de se pencher sur le rôle des directions financières, j'aimerais d'abord vous entendre sur ce nouveau cadre de la création de valeur pour les organisations. Donc Daniel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, d'abord merci Amélie. J'aime bien quand on me rappelle que je suis jeune. Ça fait toujours plaisir. Oui, alors on va. Si tu pourrais remontrer la diapo précédente aussi. Hein. Je vais peut-être commencer tu as parlé de limites physiques et de socle sociétal. Limites physiques, c'est donc les fameuses 9 limites planétaires. Ce que tu ne montres pas sur ce schéma, c'est le niveau de dépassement et lesquels ont été dépassés. Alors, il y en a 6 sur 9. Et on voit d'ores et déjà l'impact que ça peut avoir en termes de valeur, justement, parce que c'est de ça qu'on va parler pour les entreprises. Il y a certaines études, travaux de recherche un peu spécifiques sur la valorisation potentielle des actions selon certains scénarios d'adaptation ou pas, en fait, à quel moment on commence des scénarios d'adaptation, qui montrent des pertes de valeur potentielles de 50%. Sur des portefeuilles constitués aujourd'hui à horizon 2050. Alors en référence, c'est ces études, une qui est produite par l'EDEC Risk Institute, pardon de citer, mais Ricardo Rebonato nous dit ça. À un horizon moins lointain, c'est-à-dire beaucoup plus immédiat, nous rendons compte, et je vais prendre une perspective risque là, pour parler de ça, donc me tourner du côté des assurances, parce que c'est de ce côté-là qu'on voit tout de suite comment on impacte finalement les valeurs financières aujourd'hui, mais c'est sous-tendu par d'autres problématiques qui sont extra-financières, à savoir que d'ores et déjà, en termes de fréquence et de sévérité, des événements, disons, catastrophes naturelles, on a dépassé le niveau qui était prévu il y a encore 3 ans pour 2050, et ça c'est un des rapports de la CCR en 2023, donc côté industrie de la réassurance. On se rend compte aussi, parmi les conséquences qui peuvent être tragiques de l'ouragan Hélène très récemment, et au-delà du tragique des décès de 200 personnes, qui impactent le socle sociétal évidemment. Il y a également un chiffrage qui est commencé à être sorti, des fourchettes de dommages, de valorisation de dommages. Alors Moody's parle entre 16 et 24 milliards de dollars de pertes immédiates et entre 5 et 8 milliards de pertes d'exploitation
pour les entreprises qui sont concernées, parmi elles, un certain nombre de la filière des microprocesseurs, entre parenthèses. Alors, d'ailleurs, à cet égard, on peut noter aussi une multiplication de la fréquence de ces événements. Quand on prenait une perspective entre 1980 et aujourd'hui, la moyenne des catastrophes naturelles de cette ampleur aux États-Unis, c'était 8 par an. Si on regarde les 5 dernières années seulement, on se situe à 18. Donc on voit bien qu'il y a une tendance qui nous montre que tout ça s'accélère et va certainement encore aller dans cette direction, étant entendu que si je me focalise sur ces événements-là, c'est parce qu'on parle ici d'événements qui sont directement liés au changement climatique et de leurs conséquences. Il y en a d'autres qui ont touché aussi des chaînes de valeur ici en Europe, par exemple l'inondation en Suisse cet été, qui a interrompu la production d'usines comme BMW, avec un chiffrage là aussi de manque à gagner de l'ordre de peut-être 2 à 3 milliards éventuellement, selon le type de véhicule concerné. Alors ça signifie bien sûr que les chaînes de valeur, les modèles d'affaires, et c'est-à-dire derrière ce qui sous-tend la façon de considérer la génération de valeur, ne peut nécessairement plus demeurer comme il l'est encore aujourd'hui et comme il l'était auparavant. Notamment, il y a une question d'horizon temporel, de focalisation sur certains éléments purement financiers au détriment des éléments environnementaux, sociétaux et de gouvernance aussi, mais qui peuvent présenter des importances stratégiques. Très important de les identifier pour pouvoir créer un cadre où on pourra continuer à créer de la valeur, peut-être différemment, mesurer de manière plus globale, ainsi que la performance. Voilà. Merci Daniel. Mathieu, je me permets de demander de poursuivre un petit peu sur ce justement nouveau modèle et quels risques, en fait, selon toi, ont les entreprises si elles ne tiennent pas compte de ce nouveau cadre que vient de nous présenter Daniel. Oui, donc merci Daniel d'avoir décrit ce nouveau cadre de création de valeur. Donc, pour moi, une entreprise qui aurait négligé ce cadre serait soumise à des risques, serait exposée à des risques, notamment ce qu'on appelle les actifs échoués. Alors, les actifs échoués, c'est quoi? Des fois, on parle d'actifs irrécupérables. Donc, c'est une perte massive, soudaine et inattendue de valeur qui découle de la transition vers une économie non carbonée, ou du moins moins carbonée, parce qu'il y a des nouvelles contraintes environnementales et aussi tout un florilège, tout un panel de nouvelles réglementations. Donc, pour vous donner un exemple, un actif échoué, si on a une usine qui produit des moteurs thermiques alors que l'Union européenne a interdit la vente de véhicules thermiques d'ici 2035, on peut parler d'actifs échoués. Donc, intuitivement, les secteurs les plus concernés par ces actifs échoués, c'est quoi? C'est les activités pétrolières, gazières, industrielles qui dépendent fortement du pétrole et des énergies fossiles, et, comme on l'a évoqué, les secteurs automobiles et le secteur aérien, par exemple. Cette liste n'est non exhaustive, mais c'est les principaux secteurs auxquels je pense. Donc, en fait, une entreprise qui n'aurait pas pris en compte ces pertes potentielles liées à l'échouage d'actifs pourrait connaître de sévères répercussions financières, stratégiques et opérationnelles. C'est pour cela qu'elles doivent d'ores à présent changer de paradigme et prendre en compte cette considération au niveau des échouages d'actifs. L'autre problème que je vois, c'est qu'elles vont aussi se priver au fur et à mesure de financement de la part des banques, parce que, on le sait, les banques, c'est un peu timide pour le moment, mais elles ont tendance à de moins en moins financer les projets d'expansion liés aux énergies fossiles. Et un autre problème, c'est le fait que les banques elles-mêmes vont connaître de sérieuses pertes
financières liées à ces échouages d'actifs, puisque à l'heure actuelle, il y a encore plus de 40% du portefeuille de prêts des banques de l'Union européenne qui sont liés à des entreprises fortement dépendantes aux énergies fossiles. Donc, nous, ce qu'on préconise chez Sustainable One, c'est une approche en 3 temps. Tout d'abord, il faut engager une démarche dynamique et proactive pour cartographier ces risques d'échouage d'actifs. Il faut pas seulement quantifier l'exposition aux actifs échoués, mais aussi aller au-delà en estimant les pertes potentielles. Et enfin, il faut se doter d'outils et de politiques adaptées pour appréhender ces risques et ces impacts. Et c'est là qu'on va voir que la direction financière et nous CVO, Chief Value Officer, vont jouer un rôle essentiel. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on comprend bien, je pense, vous nous avez bien expliqué tous les deux ce changement de paradigme avec la nécessité pour la survie des entreprises de s'adapter à un nouvel environnement et de modifier leur approche du risque. Dans ce contexte, Frédéric, est-ce que tu peux un peu nous dire le rôle à jouer, il a introduit Mathieu, le rôle à jouer par les directions financières, en quoi elles sont concernées par ces thématiques? Oui, alors, bonjour à tous. J'ai la dure charge d'essayer de définir un peu quel est le profil de la direction financière dans ce contexte-là. Alors, les sujets sont assez vertigineux parce qu'on a des risques de péril, en fait, sur le fonctionnement de l'entreprise. On a des sujets qui, pris individuellement, en fait, nécessitent quasiment des traitements, je dirais, en mode urgent et en mode pompier. Et ça peut paraître effectivement une tâche inconcevable d'imaginer des solutions de traitement individuelles pour tous ces sujets-là. Alors on a une marotte dans l'équipe, c'est d'essayer de récupérer, d'essayer de définir quels sont un peu les grands patterns en fait derrière ces sujets-là pour essayer de concevoir des logiques de traitement, mais qui soient des logiques en système pour pouvoir traiter ces sujets. Donc tout ce qu'on a évoqué là, comme péril, comme risque, comme sujet menaçant ou d'opportunité également, parce qu'il y a une dimension opportunité qui est importante. Tout ça, en fait, on les regroupe, nous, sous 3 principales, je dirais, phénomènes qui sont latents et qui sont finalement les choses qui sont à traiter pour arriver à disposer de ce type de pattern de traitement. On voit que la transformation profonde de la mesure de la valeur, de la création de la valeur, donc c'est un des axes en fait qui permet d'avoir un peu ce pattern générique pour pouvoir traiter de ces sujets-là. L'urgence d'adapter du coup immédiatement les modèles opérationnels en prenant le prisme de la valeur. Et sur ces 2 sujets-là, la partie diffusion et scaling en fait de ces approches. Si je reprends juste la partie transformation de la mesure de la création de valeur, en fait, dans l'architecture qu'on essaye de mettre en place et par rapport à ces différents patterns, on voit avec l'aspect positif de la CSRD qu'on remplit en fait encore plus qu'avant toutes nos tablettes en fait de KPI. On a des KPI financiers, on a des KPI extra-financiers et en fait ça s'empile et on voit qu'on a une matière qui est extrêmement intéressante. Mais ça rajoute de la complexité et il faut qu'on passe en fait à l'échelle du dessus pour pouvoir organiser ces KPI, les arbitrer et pour pouvoir aussi trouver une dynamique qui fait sens dans la manipulation même des KPI. Et ça, c'est la compréhension de la valeur des actifs et des capitaux qui sont manipulés par l'entreprise. Et on a aujourd'hui en tête simplement le capital financier, mais le capital, les capitaux immatériels, relationnels, intellectuels et les capitaux environnementaux, en fait, viennent ajouter au logiciel cette matière qu'on doit du coup retraduire pour guider les KPI, non pas avec les KPI eux-mêmes, mais par rapport à des KVI, des Key Value Indicators. Et c'est l'architecture, je dirais, qui est au-dessus des KPI et qui va déterminer un petit peu la manière d'orienter et de construire ces édifices de KPI. Vous savez, vous êtes tous dans des démarches CSRD pour la plupart. Voilà, il y a des milliers de data points, on les filtre avec les matrices de double matérialité. Finalement, l'approche ici, c'est un peu la même. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver avec un contingent de valeurs
à traiter en termes de KPI via les KVI pour pouvoir avancer. Pourquoi ? Parce que le KPI, en fait, sur ces sujets très, je dirais, très liés à la viabilité de l'entreprise, on n'est plus sur un temps, c'est Daniel qui l'a dit, sur un temps immédiat ou rétrospectif. On est sur un temps prospectif et sur le temps long, donc on ne peut pas utiliser ces indicateurs. Si on est arc-bouté sur des KPI, on se retrouve en fait à traiter des sujets de l'immédiateté et on ne se projette pas sur le futur. Donc la prospective, l'horizon temps long, les KVI, voire les KRI, les Key Robust Indicators. Alors c'est des choses qui marottent un petit peu chez nous parce qu'on cherche effectivement à enrichir la mesure aussi du business model avec ces indicateurs de robustesse. Je pensais à Olivier Amand qui est le fer de lance en fait en France sur ce sujet. C'est les outils intellectuels et aujourd'hui de pensée qu'on a à disposition pour avancer sur ça. Bien sûr, je définis un petit peu le fonctionnement du DAF, on va dire augmenté sur les sujets de durabilité. On n'en est qu'au début, en fait, et le rôle est en train de se structurer. Ensuite, sur l'urgence, à adapter rapidement les modèles opératoires. Donc là, effectivement, sur ces histoires de mesure de la valeur de KVI, immédiatement, c'est comment on peut arriver à les mettre en opération, à les diffuser à l'intérieur des chaînes de valeur, plutôt moi j'appelle ça plutôt des systèmes de travail dans l'entreprise. L'IT avec ses métiers, quand ils forment des équipes pour pouvoir délivrer des outils de collecte, des systèmes ERP ou autres, c'est des systèmes de travail spécialisés. Et finalement, comment on arrive à mettre ça en ordre de bataille ? Les KVI, tout seuls, ils sont orphelins. C'est des choses qui n'ont pas vraiment de sens si à un moment donné, on n'est pas en train de compter les bonnes choses. Et on revient toujours à compter, mais compter quoi ? Compter les capitaux, les choses nouvelles qu'on a aujourd'hui à disposition, les capitaux naturels, l'environnement. Et pour ce faire, on dispose aujourd'hui de plusieurs boîtes à outils sur le plan comptable. Alors, je vais mentionner Lift parce que c'est effectivement Audencia qui a porté en fait, cette initiative sur la comptabilité multicapitale. Et c'est très intéressant. On a aussi CareTDL et j'en cite que deux, mais je ne fais pas de panel complet. Mais la comptabilité permettra de donner la lumière en fait, sur la manière dont, pour l'entreprise avec sa double matérialité, on va capter les actifs qui sont intéressants et pertinents pour la viabilité, pour la continuation du business, et du coup en découler les KVI qui eux-mêmes structurent et formalisent le lot de KPI qui sont après à tirer sur le plan du reporting, à diffuser aux opérationnels. Donc c'est sur cette partie-là qu'il y a un rôle à jouer fort pour la DAF. Merci Frédéric. Daniel, est-ce que juste pour compléter, tu peux nous définir en fait ce concept dont on entend de plus en plus parler de Chief Value Officer ? Alors oui, nous sommes longuement penchés sur effectivement qu'est-ce que ça signifiait qu'un Chief Value Officer ou plutôt un Value Office. Alors on pourrait traduire ça par le bureau de la valeur, le bureau des légendes, il y a le bureau de la valeur. Il se trouve que c'est dans une organisation, c'est un peu la pièce manquante du puzzle aujourd'hui, une organisation traditionnelle, qui pourrait effectivement être une fonction qui pourrait fort bien se loger au sein d'une direction financière ou de manière tout à fait connexe, très très rapprochée. La pièce manquante entre quoi ? Évidemment, la fonction finance telle qu'elle existe aujourd'hui avec ses attributs classiques de gestion de la trésorerie, de reporting, de gestion des ressources financières de tout type, de participation, finalisation des budgets, etc. La fonction durabilité qui, elle, va avoir plus un rôle, on va dire, d'identifier finalement les initiatives très concrètes, on a envie de dire dans les opérations finalement, qui pourraient être mises en œuvre, et ça dépend bien entendu des entreprises. Et puis ensuite d'aller porter tout ça à un niveau qui pourrait être transformationnel pour l'organisation bien sûr, mais qui ne l'est pas toujours. Il faut savoir que certains CSO, quand on les interroge sur les arbitrages qu'ils gagnent
Comex, ils sont très contents quand ils disent qu'ils en perdent 9 sur 10. Ce qui veut dire qu'ils en gagnent 1 sur 10, c'est pas mal. Aujourd'hui. Et donc, et l'autre aspect, bien sûr, c'est les opérations, les directions générales, les risques. On a parlé de risques tout à l'heure, c'est évidemment très, très important, mais les opérations et aussi tout ce qui est les aspects commerciaux, parce que qui vont bien sûr être le fer de lance de la capacité de l'entreprise à intervenir sur ces marchés, à y évoluer et à générer du chiffre d'affaires et de la marge. Alors, ce Value Office, ce bureau de la valeur, il a pas mal d'attributs finalement qui peuvent être les suivants et qui sont globalement d'aider à identifier des éléments matériels, évidemment que ce soit en termes de risque d'impact, d'aider à les quantifier pour les rendre traductibles dans un langage financier, notamment pour les éléments d'impact. Donc, contribuer bien entendu à des aspects de reporting autour de ça, et identifier les bonnes façons de le mesurer. Frédéric faisait allusion à différentes méthodologies de comptabilité dites multicapitales qui permettent de déterminer la performance globale, c'est-à-dire une performance dans laquelle l'ensemble de ce qui était des externalités négatives va être prise en compte quand même pour mesurer si oui ou non de la valeur est créée, détruite. Parfois il y a des situations où on croit créer de la valeur pendant quelques années, puis on s'aperçoit du fait d'un événement exogène du type de risque qu'on a abordé tout à l'heure, qu'en fait on en a détruit. Et ça a mis en péril la pérennité de l'entreprise. Et donc il s'agit également de prendre part à la construction des mécanismes financiers qui vont permettre de flécher les capacités de l'entreprise à se transformer lorsqu'elle constate qu'il y a en effet des risques tellement forts, tellement stratégiques, ou une contribution tellement forte à un risque par le biais de la production de gaz à effet de serre, risque un peu plus global là, cette fois-ci, impact d'aujourd'hui étant d'une certaine façon les risques de demain. Comment transformer au jour le jour? Il est évident qu'il ne s'agit pas de tirer la prise, pull the plug, il s'agit de mettre en place des mécanismes financiers qui vont permettre de réaliser ce pont entre un présent aujourd'hui à court terme, un horizon à moyen ou long terme qui peut présenter des éléments de perte de valeur majeure. Une fois que c'est identifié, il s'agit de dire oui, comment on va prioriser et arbitrer les projets. Alors il y a peut-être une réflexion aussi à avoir autour des mécanismes financiers pour orienter. Je dirais, on peut penser à des choses que, par exemple, orienter les bidas des divisions les plus performantes en marge aujourd'hui vers soit leur propre transformation, soit le financement d'autres activités, tout en garantissant un socle stable par des incitations positives. Il ne s'agit pas c'est difficile d'aller remettre en cause un équilibre trouvé pour des raisons évidentes, même pour faire face à des risques dont on sait qu'ils vont se présenter dans plusieurs années. Et donc ça, c'est un travail constant avec les opérationnels aussi. Il s'agit d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, y compris les contributeurs financiers d'aujourd'hui, qui peuvent être également les contributeurs entre guillemets les plus élevés. Je parle des gaz à effet de serre parce que c'est plus facile à mesurer, ou bien de destruction de biodiversité. On commence à avoir des modèles pour mettre en perspective si le sujet est stratégique pour l'organisation et trouver le mécanisme qui va faire qu'on va prioriser quelques projets vertueux et étendre le sujet à un horizon de temps qui est acceptable. Et évidemment, il y a un élément très important, le dernier, mais pas le moindre, c'est la capacité, bien sûr, à comprendre et intervenir sur les architectures du système d'information. Parce que la fonction finance, évidemment, aujourd'hui, elle est dotée d'un système d'information qui peut aller très loin, et les éditeurs les plus importants comme les plus spécialisés, les plus importants en termes de base installée, j'ai envie de dire, sont assez avancés sur ces problématiques. Par exemple, dès lors que les données qui leur sont transmises sont bonnes, on a déjà des systèmes où on peut alimenter une base de chaîne d'appro qui va ensuite alimenter un système comptable de manière complètement sans couture et dans l'idéal alimenter les outils budgétaires et les compléter, bien sûr, ça fait partie des capacités d'un bureau de la valeur, les compléter par aussi des points-à-points spécialisés sur certaines solutions émergentes. Voilà. Merci Daniel. Alors c'est passionnant.
Je vais essayer de... Thomas, donc Daniel et Frédéric nous ont déjà cité quelques outils. On a parlé de comptabilité multicapitaux, de KPI et d'autres outils. Mais moi, j'aimerais t'entendre sur justement quels sont les outils et surtout les données à disposition des directions financières dans ce cadre de cette transformation. Alors tout à l'heure, Frédéric a parlé de compter ce qui compte en fait. Donc avant de se poser la question de l'outil, on se pose la question de quelles sont les bonnes données à compter. Et donc rien de mieux qu'une analyse de matérialité, double matérialité, pour savoir quels sont les sujets importants, de les soumettre à la gouvernance pour identifier vraiment ceux qui sont pertinents, prioritaires, et ensuite d'identifier de ces sujets quelles sont les données sous-jacentes à utiliser, et donc du coup les outils pour matérialiser, pour véhiculer, pour transformer et valoriser toutes ces données. En fait, il y a plein de données. Donc on est habitué avec toutes les données financières, comptables et autres, mais par exemple quand on traite des SRS, on a des données et des bilans carbone par exemple, on a des données physiques, on a des quantités, des volumes, on a du poids, on a des distances, on a des surfaces. On peut avoir aussi des données géographiques avec des natures de sol, des localisations. On peut avoir des données sociales, les âges, les sexes, la CSP, etc. On a des données peut-être même parfois comportementales. Bref, on a un paquet de données. On a par ailleurs des sources très différentes. On a des sources qui sont internes à l'entreprise, donc qui sont plus faciles à identifier. En revanche, on a aussi des sources externes, soit auprès de nos parties prenantes, de notre chaîne de valeur, tous nos fournisseurs, tous nos clients, tous nos partenaires. On a aussi les données qui sont issues des instituts de contrôle, les instituts de rating. On a les organismes non gouvernementaux ou non économiques qui produisent aussi beaucoup de données. Et donc tout ça, on va devoir finalement les orchestrer pour pouvoir ensuite établir les bons indicateurs qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Si je prends un premier exemple sur la tonne de carbone, par exemple, donc on a les 3 scopes. On a le scope 1, donc les émissions directes. On a le scope 2, qui sont les émissions indirectes liées à la consommation de l'énergie. Ça, c'est des données qu'on peut maîtriser assez facilement, sauf à avoir un process industriel très complexe, mais auquel cas on a des outils dédiés. Sinon, dans une compta analytique, on est capable de gérer des kilomètres, de gérer des quantités, des volumes, etc. Et donc, on peut assez facilement retrouver l'information. Quand on parle du périmètre du scope 3, donc le indirect, surtout le amont, quand on a une grande chaîne de valeur avec plein d'acteurs de tiers 1, 2, 3, c'est déjà plus compliqué. En particulier s'ils sont à l'étranger, etc. Donc là, on voit que la donnée, elle est un peu plus complexe, qu'on va mettre peut-être beaucoup de temps à la collecter. Donc il faut déjà accepter une certaine marge d'erreur et ensuite se dire comment, extra-système, on va pouvoir collecter cette donnée. Ça peut être du sondage. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnaires qui sont envoyés à des organismes qui ne sont pas outillés parce qu'elles sont au bout de la chaîne de valeur, mais qui sont pourtant essentielles, qui maîtrisent de la donnée de manière essentielle. Donc voilà, il y a plein d'outils, plein de manières de collecter la donnée en fonction de celle-ci. Je vais prendre un autre exemple qui est celui de mon quotidien actuellement, c'est dans l'aménagement urbain. Là, on parle de renaturation des sols, on parle d'artificialisation, on parle de déchets et d'origine des déchets, de nature des déchets et de réemploi des déchets. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont spécifiques. Et donc, il faut collecter de la donnée qui n'est pas celle que on va dire une direction financière peut appréhender de manière classique. Et donc, la bonne connaissance d'une fonction finance, d'une direction financière, de tous ces processus, de ces flux d'informations, va permettre de savoir questionner les bons interlocuteurs en entreprise, mais aussi dans ses parties prenantes, pour chercher la bonne information. En l'occurrence, là, on parle de systèmes, de plateformes déclaratifs de déchets, comme Track Déchets,
comme des outils de cartographie SIG qui vont permettre de récolter les données du plan local d'urbanisme, des données du cadastre. Et toutes ces données-là vont, in fine, pouvoir être extraites, voire même parfois des contrats avec les fournisseurs, avec les donneurs d'ordre, extraites et synthétisées assez souvent, finalement, dans la comptabilité analytique ou dans la comptabilité fournisseur, puisque toutes ces parties prenantes, tous ces fournisseurs, essentiellement des prestataires, facturent. Et donc, on a la capacité, dans les outils comptables, pour les entreprises qui ne sont pas très outillées, de pouvoir collecter cette information et la restituer pour alimenter ensuite des outils décisionnels ou autres qui vont valoriser toute cette donnée. Merci beaucoup, Thomas. Je rebondis sur ce que disait Daniel tout à l'heure. Tu évoquais le fait notamment qu'un directeur RSE était satisfait quand il arrivait à valider un projet sur 10. Et donc, Mathieu, toi qui as participé notamment à la rédaction de livres blancs sur le sujet, est-ce que tu peux un peu nous dire justement comment les critères ESG peuvent être inclus aujourd'hui dans les décisions d'investissement et comment justement les directions RSE elles peuvent réussir à obtenir le financement de leurs projets ? En fait, j'ai envie de dire que la réussite de tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, et si on veut être en phase avec le Green Deal, avec les objectifs, il faut impliquer tous les maillons de la chaîne d'investissement. C'est-à-dire, par exemple, pour les analystes financiers ou les asset managers, il faut à tout prix intégrer des critères ESG lorsqu'ils font leur analyse ou la construction de leur portefeuille. Si un asset manager ne prend pas en compte ces critères, il serait en porte-à-faux au regard de son devoir fiduciaire vis-à-vis de son client. Une autre piste intéressante aussi, c'est se doter de données ESG en provenance des fournisseurs de données financiers fiables et qualitatifs. Et moi, ce que je recommande, c'est faire appel à des fournisseurs de données vraiment spécialisés dans l'ESG, dans les données ESG, pour éviter ce qu'on voit des fois, c'est-à-dire le conflit d'intérêts entre le conseil et la prestation de notation et de données ESG. Un autre point qui va dans le bon sens, c'est, on en a parlé, il faut à tout prix réconcilier et atteindre le même degré d'exigence entre la performance extra-financière et la performance financière. Et ce qu'on va appliquer avec la CSRD va, selon moi, dans le bon sens, puisqu'on va rassembler toute une série de data points, on va produire des rapports standardisés, transparents, accessibles gratuitement sur une plateforme commune. Et ça va grandement faciliter le travail des analystes financiers. Et il pourra produire des rapports qui intégreront ces critères ESG beaucoup plus facilement d'ailleurs que ce qu'il faisait jusqu'à présent sur les données financières. Et le dernier point que j'ai envie d'évoquer, c'est la mise en place ce qu'on peut appeler un taux d'intérêt vert. C'est-à-dire que dès à présent, lorsqu'on va financer des projets, on va mettre en place un taux d'intérêt bonifié pour des projets qui seraient respectueux et durables, respectueux des valeurs ESG. Et selon moi, tout ceci va permettre aux directions RSE de gagner des arbitrages, en entreprise. Et je dirais la chose suivante pour conclure. Grâce à tout ça, grâce à tous ces mécanismes, progressivement, on va changer le curseur d'analyse. C'est-à-dire que progressivement, les flux d'investissement vont se diriger vers les projets et les entreprises les plus vertueuses et les plus durables. Et c'est ça, justement, tout l'enjeu du Green Deal à l'horizon 2050. Merci beaucoup, Mathieu.
Donc on voit en fait, on a évoqué là les évolutions réglementaires que vous connaissez tous, et on voit aujourd'hui que ces obligations-là, elles concernaient avant surtout les grands groupes, mais elles concernent de plus en plus l'ensemble des chaînes de valeur et les petites entreprises, on voit par effet notamment domino. Donc j'aurais voulu vous entendre, Frédéric et Thomas, avec votre vision complémentaire, justement, comment ça se passe à la fois au niveau des grands groupes et des plus petites structures. Donc peut-être, Frédéric, tu peux nous en dire plus, toi, sur les transformations vécues dans les grands groupes et les challenges majeurs dans cette transformation. Puis on entendra ensuite Thomas, plus notre adepte qui accompagne notamment en ce moment une plus petite structure. Donc Frédéric, je te laisse peut-être commencer. Oui. Alors, on a entendu en fait une myriade de nouveaux projets. La collecte des données, la fiabilisation des données, l'injection dans les ERP, la mise en place d'EPM. En fait, pour un grand groupe, désolé, je vais être un petit peu caricatural, mais le sujet, c'est pas tellement d'avoir de manque d'expertise interne ou externe, ni le manque de budget, je dirais, pour pouvoir faire l'acquisition de plateformes, de technologies. Non, la denrée qui est rare en fait dans les grands groupes sur tous ces sujets-là qui s'empilent, c'est la bande passante tout simplement de la direction financière ou même de la direction IT, parce que généralement c'est quasiment 100% des projets sont tous technologiques et assez pointus. Donc là le point il est vraiment organisationnel, et quand je regarde par rapport aux arbitrages qu'on a sur les projets, et on participe à pas mal de budgétisation dans les groupes sur les projets qui arrivent, c'est quasiment un tiers des projets qui arrivent et qui sont sur l'année reconduits l'année suivante, c'est des projets qui ne sont pas terminés. Donc on a un backlog en fait qui en permanence, on pousse en fait un peu le tas de sable devant. Et donc un tiers de la charge est déjà consacré en fait à bande passante à ces types de projets-là. On a quasiment un tiers des projets qui sont déscopés, dépriorisés, parce que simplement pas de capacité à faire, jugés non prioritaires, mais c'est quand même des projets qui ont émergé, donc ils ont quand même derrière un besoin. Et le tiers qui reste, c'est le tiers produit. Et généralement, on y trouve les sujets ultra chauds qui sont le réglementaire, l'e-voicing, etc. Plus quelques petits sujets, entre guillemets, de transformation digitale pour la DAF. Mais au final, on a vraiment très peu de choses qui sont aujourd'hui produites par rapport à la quantité des besoins. Et là, on rajoute des besoins en fait, de production. Donc au final, on est vraiment bien sur un aspect de bande passante. Et pour nous, en fait, le sujet, il est clair, c'est qu'il faut assainir en fait le pipeline et le backlog qu'on a des projets qui sont en cours dans les grandes structures. Et ces histoires d'organisation et d'intégration, en fait, au sens organisationnel, des compétences, qu'elles soient de la direction financière, de la direction IT ou métier, en fait, le mode agile, il n'a jamais fonctionné, je dirais, à 100% de sa puissance, puisqu'aujourd'hui, on arrive au split que j'ai expliqué sur les projets. Donc, l'intégration dans des modes de fonctionnement, et du coup, nous, on appelle ça capacité dans l'équipe, de mode organisationnel ad hoc en fonction des projets. Il ne faut pas avoir peur de dévier de la route, de la feuille de route, du mode organisationnel agile ou autre, pour pouvoir faire avancer certains types de projets spécifiques. Sur les données, il y a des tas de choses à faire qui ne sont pas forcément en mode agile, même si aujourd'hui, dans les grands groupes, c'est une religion. Et activer plutôt, intégrer des modes, des capacités très spécifiques, incluant les compétences, je dirais, avec des individus et des équipes qui ont des profils, vous avez sûrement entendu parler de ça, des T-shaped en termes d'expertise. Donc des gens ou des compétences qui sont capables de gérer en fait plusieurs types de sujets assez pointus pour pouvoir les piloter et les cadrer, pour réduire la quantité en fait de sujets sur la table, pour pouvoir avoir le droit en fait de jouer avec les nouveaux sujets qui sont ultra sensibles et du coup ultra porteurs de valeur et de résilience pour l'entreprise. Donc c'est ça qu'on essaye d'apporter, cette capacité-là un petit peu intégrée pour assainir et pour pouvoir traiter le lot des sujets qui sont importants et qui sont cachés des fois derrière tout un tas de choses qui sont encore traînant sur les backlogs des projets. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on voit que on n'a pas sur les mêmes sujets pour les PME et ETI, qui n'ont pas les moyens souvent pour faire face à ces nouvelles réglementations, qui se disent encore quelque chose de plus qui nous tombe sur la tête. On voit même des fois des entreprises où le DAF, il est aussi DRH. Donc, il y a un moment, comment
ces entreprises peuvent faire et comment elles peuvent faire face à cette transformation. Donc Thomas, tu nous as dit tout à l'heure que tu accompagnais actuellement une PME. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement pour ces structures de plus petite taille? Oui, en effet. Alors moi, ce que j'observe, c'est en fait que la contrainte réglementaire n'est pas la première contrainte dans les PME, en particulier peut-être ETI, mais moins PME. Quand on parle de contrainte réglementaire, si on cite la CSRD, ce sera que dans quelques années. C'est beaucoup plus le court terme. Parce qu'effectivement, tu l'as évoqué Amélie, quand on fait plein de choses en même temps, quand on a plusieurs casquettes, on a beaucoup d'échéances à court terme en même temps. Donc le besoin, la nécessité de transformation, en fait, elle passe d'abord par sécuriser le périmètre opérationnel, les sujets opérationnels, enlever l'épine du pied, entre guillemets, du dirigeant et de ses directions, pour pouvoir ensuite aborder des sujets plus moyen-long terme, des sujets prospectifs. Très concrètement, ça passe par sécuriser, améliorer les processus opérationnels, sécuriser des contrats d'approvisionnement, ça passe par sécuriser l'élaboration d'un budget prévisionnel, ça passe par accompagner au dialogue social avec un CSE. Et ça va être autant de portes d'entrée sur des sujets plus moyen-long terme, parce que tous les sujets que je viens d'évoquer peuvent être perturbés, impactés par les événements qu'on vit actuellement. Que ce soit les événements climatiques, que ce soit la pénurie de matières premières, que ce soit les conflits sociaux, etc. Tous ces sujets opérationnels des PME peuvent être perturbés par des événements qu'il est important d'avoir en tête et d'anticiper. Et donc c'est cette approche assez pragmatique en fait qui marche bien, que j'expérimente et qui marche bien dans des plus petites structures. Très typiquement, en ce qui me concerne, j'accompagne une responsable financière sur tous les sujets RH et organisationnels. Et ça m'a donné le droit de travailler avec le directeur général sur l'impact environnemental de son activité, puisque le premier sujet était sécurisé, et que donc ils ont de la bande passante, comme disait Frédéric, pour penser à autre chose et un petit peu se projeter. Merci beaucoup Thomas. Alors, on a vu que vous avez tous les quatre comme point commun d'avoir monté cette activité dans Sustainable One, donc de Chief Value Officer. Vous avez le lien là sur le site. Et aussi, pourquoi on est là aujourd'hui, d'avoir suivi la formation proposée par Audencia, l'Executive Master Chief Value Officer. Donc, est-ce qu'en un mot, chacun, vous pouvez nous dire en quoi cette formation, elle vous a apporté donc, je vais peut-être commencer par Daniel, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. En un mot, c'est possible effectivement d'aller chercher des bases scientifiques même. On n'a pas parlé de ça, mais c'est un peu le cœur du sujet pour alimenter une réflexion, pour commencer à prendre en considération les risques, de trouver des mécanismes et d'y réfléchir pour faire le pont entre le court terme, le moyen terme, un horizon plus long. Au départ, pour moi, il y a eu une marche à franchir au niveau justement des aspects très scientifiques de ces sujets, parce que ce n'était pas ma formation initiale. Je ne suis pas ingénieur écologue ni rien de ce genre. Mais ça a été très riche et m'a donné la perspective qu'en effet, on pouvait avoir une action avec un impact positif en travaillant à ce rapprochement finance et durabilité. Merci. Peut-être Mathieu ? Oui, juste rapidement, mais disons que la formation, pour moi, m'a aidé à me doter des outils pour appréhender tous ces sujets de manière holistique, c'est-à-dire de voir que tous ces sujets sont interconnectés. En agissant sur l'un, j'ai aussi un impact sur l'autre. Et ce n'est pas forcément évident d'avoir cette approche. Et voilà. Et grâce à ça, je suis beaucoup mieux outillé désormais pour prendre du recul et pouvoir les appliquer concrètement sur le terrain. Thomas. Alors je rebondis, je ne vais pas être très original du coup. Effectivement, moi c'est la vue globale et l'approche systémique qui m'a beaucoup apporté, puisqu'on voit que tous les sujets qui nous entourent sont de plus en plus complexes
Et donc, cette formation nous donne les clés de compréhension, de lien entre tous ces sujets, et nous donne aussi la capacité à transposer ce qu'on observe dans un monde beaucoup plus pragmatique et cartésien de l'entreprise, de comment interconnecter ces sujets et les transposer à l'échelle de l'entreprise. Je vais rien rajouter de plus, sauf que j'ai juste une remarque, effectivement. Pour moi, c'était le fait de trouver 5 compagnons supplémentaires pour jouer avec ces sujets. Voilà, c'est tout. Mais merci à vous tous. Alors, on a juste mis dans les temps. Bon. Alors, vous restez avec nous si vous allez au stand pour que s'il y a des personnes qui veulent vous poser des questions. Oui. Sinon, on est là à votre disposition. Je crois qu'il y a des questions. On est au stand 26, oui, si vous nous cherchez. Je ne sais pas si vous avez des micros, s'il y avait des questions. J'avais une question sur la détermination des KPI, justement. Vous dites que les KPI, c'est dépassé, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de KPI et de quel KPI il s'appuie? Alors, les KPI, on en est au tout début. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir les définir, en fait, on est en train d'élaborer... il faut élaborer en fait un modèle de business qui est différent ou qui est transitionnel par rapport à celui qui existe. Ça veut dire, alors on en parlait ce matin, notamment sur une industrie qui fait de l'aluminium et qui a décidé d'avoir ses propres fourneaux et de faire... Et typiquement, un des KPI, qui n'est pas un KPI, même si ça en a l'apparence, c'est comme Canada Dry, c'est le nombre de fois ils recyclent en fait, les parties d'aluminium qui viennent de leurs propres produits et qui les refondent et qui les retransforment en, fait, en fenêtres, en portes, etc. Donc en fait, on a quelque chose qui est dépendant du modèle de fonctionnement de l'entreprise, de son business model en transition. C'est pour ça on déblaye en fait un certain nombre de sujets pour en faire déjà, on voit un tri très fort sur les KPI à prendre en compte. Et on en est à la phase de démarrage pour vraiment travailler sur l'élaboration du business model et des KPI associés. Mais par exemple, ça, c'en est un. Juste, effectivement, ça relie au fait qu'en fait, KPI, la valeur, c'est un petit peu comme la matérialité. C'est-à-dire que chaque organisation va avoir finalement une définition qui lui est propre, même si elle interagit comme d'autres confrères dans un même secteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est très, très spécifique. Alors que des KPI, on peut avoir des organisations qui utilisent des indicateurs de suivi opérationnel qui sont répliqués par ailleurs de manière standardisée. Il y a vraiment cette notion-là. Et la CSRD va aider justement les data points vont permettre d'agglomérer plus facilement en fait, le point de départ, c'est qu'elle donne des KPI, en fait. Elle donne un lot de KPI. Après, c'est une vue c'est une vue dans le passé, en fait. C'est ce qu'on est aujourd'hui et comment, aujourd'hui, on l'opère. Donc, on fait le filtre de ces data points. On a un certain nombre de KPI sur le plan extra-financier. Puis, on se retrouve avec cette matière-là. Mais c'est notre fonctionnement d'entreprise dans le passé. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on construit, du coup, comme mode de fonctionnement, avec quel type d'actifs on décide d'adresser pour se définir un mode d'organisation et un mode de fonctionnement et opérationnaliser ça. En fait, c'est les KPI qui vont nous permettre de le mettre en mouvement. Et ça, c'est la vue prospective. Aujourd'hui, pour l'essentiel, on est à manipuler des KPI. Et toutes les organisations ont l'œil rivé pour le futur sur les KPI qui sont à achever. Mais c'est un peu contre-productif. Parce que l'autre Goudart, je crois que c'est ça, le sujet, c'est qu'effectivement, on n'est pas à travailler en fait, à la construction d'une résilience par cette approche-là. Donc, vraiment un changement de logiciel. Et là, du coup, on revient sur le CVO. C'est de pouvoir naviguer entre les différents domaines. Et j'avais fait le calcul, il y a 15 ou 17 sujets en rapport avec la durabilité, la transformation financière et ces histoires effectivement de transition de business model dans lesquelles on doit naviguer. Et ça nous a permis, je pense, d'avoir cette facilité pour aller passer d'un sujet à l'autre et de ne pas être bloqué en stop and go à chaque fois qu'on rencontre un terme ou une relation entre des objets dont on ne comprend pas bien les relations. Et ça nous a accéléré l'activité et puis simplement le travail qu'on fait au quotidien avec les entreprises.
Mais n'hésitez pas à passer sur le stand. Vous restez tous les 4 sur le stand. On est là cet après-midi, donc à la fois pour parler de tous ces sujets, de la formation, de Sustainable One et CSRD, tous ces sujets. Vaste sujet. En 3/4 d'heure, on a essayé de faire au mieux. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les 4 d'avoir accepté mon invitation. Et puis, merci à vous d'être restés. Et puis, n'hésitez pas donc à nous retrouver sur le stand 26 pour finir la discussion. Merci à vous.